Cet été, j'étais à New York. J'ai mangé une délicieuse pizza chez Norma, une pizzeria qui se trouve au cœur de Hell's Kitchen. Mais ce que vous devez savoir, aujourd'hui, Hell's Kitchen, c'est un quartier branché avec des petits cafés sympathiques, des restaurants, des commerçants. Dans les années 70 et 80, vous auriez marché dans les mêmes rues et ça aurait été des guerres de territoire. C'était le territoire des Westies qui était là. Et les Westies, c'était la mafia irlandaise. La plus sanglante, la plus imprévisible et la plus redoutée de la côte Est. Mais au fil des années, ce sont les Italiens, et particulièrement la famille Gambino, qui ont fini par le prendre le dessus et absorber le territoire de Hell's Kitchen. On adore tous New York, les lumières de Times Square, les musées, les grands restaurants. C'est vraiment un endroit où est-ce que on se dit « aïe aïe, c'est le fun pour le touriste ». Mais la vérité, c'est que sous le ciment de la fameuse Big Apple se cache l'histoire du plus grand empire du crime organisé de l'histoire moderne, l'histoire des 5 familles. Et ce que peu de gens réalisent, c'est que cet empire ne s'est jamais arrêté aux frontières de Manhattan, Brooklyn ou du Bronx. Il a étendu ses tentacules jusqu'ici, directement à Montréal. Je suis Josiane Brousseau, autrice de Trailers mafieux. Ma série dans le luxe et l'arrogance est disponible sur Amazon. Et aujourd'hui, je m'apprête à vous raconter l'histoire des 5 familles de New York. I'm taking over this territory. On autopsie les 5 familles de New York, leur ascension, leur règne sanglant, leur mutation dans le monde des affaires. Et la ligne extrêmement mince qui sépare ces véritables archives criminelles de la fiction. Installez-vous confortablement, prenez un verre, le dossier est ouvert. Pour comprendre comment le crime organisé fonctionne encore aujourd'hui, il faut remonter à il y a près de 100 ans. À cette époque, New York est plongé dans le chaos total. Des vieux parrains siciliens d'une autre époque, Joe Masseria et Salvatore Manzarano, se livrent à une guerre sans merci pour le contrôle absolu de New York. C'est la guerre des Castellamares. Les cadavres s'accumulent dans les ruelles, la police est sur les dents, et le commerce clandestin souffre. C'est là qu'intervient un jeune gangster d'une intelligence froide et chirurgicale. Charles Luciano, le fameux Lucky Luciano. Luciano comprend une chose que les vieux mafieux n'ont jamais saisie. La guerre constante, c'est mauvais pour les affaires. Le sang sur les trottoirs tire les projecteurs, détruit la réputation, amène le gouvernement et stoppe net le cash flow. Luciano fait donc ce que tout bon stratège ferait dans le monde des affaires. Il orchestre l'assassinat pur et simple des 2 vieux parrains et il révolutionne le crime. Au lieu de nommer un capo de tutti capi, un boss de tous les boss, il crée la commission. Même si le réseau était dominé par New York, la commission travaillait main dans la main avec un autre géant, le Chicago Outfit, l'empire fondé par Al Capone. Les familles de New York, surtout les Genovese et Chicago, se sont partagées la carte de l'Amérique. New York gérait la côte Est et Montréal, pendant que Chicago contrôlait le Midwest et les jetons de poker de Las Vegas. Le tout reliés par des figures clés comme Bugsy Siegel, Virginia Hill, que nous avons vu la semaine dernière dans ma vidéo portant sur elle, pour faire circuler l'argent sale. Mais qu'est-ce que la fameuse commission? La commission, c'est ni plus ni moins un conseil d'administration du crime organisé. C'est une table ronde où les chefs des plus grands clans
s'assoit pour gérer la ville comme une multinationale. Mais pour que cette multinationale fonctionne, Luciano impose une architecture stricte, une hiérarchie calquée sur les légions romaines, que chaque famille doit respecter à la lettre. Voici comment fonctionne cette fameuse administration. Le boss, le don ou le parrain, le PDG intouchable, il prend les décisions finales et touche une commission sur absolument toutes les opérations de la famille. L'underboss, le sous-chef, il gère les opérations sur le terrain au jour le jour. Le consigliere, le conseiller, c'est le stratège. Souvent un homme d'équipe, il est l'avocat, le diplomate de la famille et le seul autorisé à contredire le boss sans risquer une balle dans la tête. Et les caporegime ou les capos, ce sont les cadres intermédiaires. Chaque capot dirige un crew, une équipe, et contrôle un territoire ou une industrie spécifique comme les docks ou la construction. Les soldats ou les fameux made men, les membres officiels initiés par le rituel du sang, il faut être 100% italien pour en faire partie. Les associés, la base de la pyramide. Eux, ils ne sont pas officiellement dans la mafia, mais ils font tourner la machine, flics corrompus, politiciens, courtiers ou simples hommes de main. Avec cette structure en place, Luciano divise New York et confie les rênes à 5 hommes de confiance. Ces familles prendront plus tard le nom de leurs leaders les plus médiatisés, des noms qui ont façonné la pop culture et les dossiers de police. Laissez-moi vous les présenter. La première famille, c'est la famille Genovese. C'est la famille de Lucky Luciano. En 1931, c'est Lucky Luciano en personne qui est le Don. Ce sont les intellectuels du réseau, les plus secrets, les plus riches et de loin les plus dangereux. La famille qui prendra plutôt le nom de Vito Genovese a inventé le concept de l'invisibilité. Leurs chefs s'habillaient volontairement comme des comptables ordinaires pour ne jamais attirer l'attention du FBI. Et si vous avez regardé ma vidéo sur Virginia Hill, vous comprenez tout. Même en traversant le continent de New York à Las Vegas, ces associés clés, Frank Costello, Bugsy Siegel et Joe Adonis, répondaient tous au même état-major, la famille Genovese. En utilisant Virginia pour contrôler le transport d'argent et le blanchiment, ils ont sculpté le crime organisé tel qu'on le connaît aujourd'hui. La deuxième famille, la famille Gambino. À sa création, Luciano place le Don Vincent Magano à sa tête, rapidement suivi du sanguinaire Albert Anastasia, le chef de Murder Inc., mais c'est en 1957 que l'histoire bascule. Carlo Gambino, un capitaine discret et d'une intelligence redoutable, orchestre l'assassinat d'Anastasia directement dans un fauteuil de barbier à Manhattan. But the United States government have pinned a rap on me. En prenant le pouvoir, Carlo donne son nom à la famille et en fait la plus puissante d'Amérique. C'est la famille du luxe, de la grandeur et de l'arrogance. C'est elle qui donnera plus tard naissance à John Gotti, le célèbre Teflon Don, un parrain qui étalait ses costumes sur mesure à plusieurs milliers de dollars devant les caméras. La troisième famille, c'est la famille Lucchese. En 1931, c'est le très discret Tommy Gagliano qui dirige dans l'ombre. Mais c'est son sous-chef, Tommy Lucchese, surnommé Three Finger Brown, qui va en faire un empire fiscal indestructible. Quand Lucchese prend officiellement le contrôle en 1951, il impose sa vision, l'ingénierie et l'infiltration financière. Son coup de maître, ne pas se battre avec des armes, mais avec des alliances politiques, des juges dans sa poche et des syndicats. La famille s'est emparée du Garment District, l'industrie de la mode à New York, des transports routiers et de l'aéroport d'Illwide, aujourd'hui connu sous le nom de JFK.
C'est d'ailleurs ce même clan qui orchestra plus tard le mythique casse de Lufthansa, immortalisé par Scorsese dans le film Goodfellas. Air France made me. We walked out with $420,000 without using a gun. En clair, à New York, si un avion cargo d'un aéroport déchargeait du fret ou qu'une grue bougeait sur un chantier de construction, un crew, une équipe de la famille Lucchese touchait à son enveloppe. La quatrième famille, c'est la famille Colombo. Le premier parrain désigné en 1931 est le redoutable Joe Profaci, un don d'une avarice telle qu'il extorquait ses propres hommes. C'est la plus jeune des 5 familles, mais de loin la plus instable et la plus sanglante, voire imprévisible. Son histoire est traversée par des guerres fratricides mythiques, comme la révolte du clan de Crazy Joe Gallo et par l'incroyable règne de Joseph Colombo à partir de 1963. Colombo était un génie du spectacle. Il a carrément fondé la Ligue des droits civiques des Italiens américains pour accuser le FBI de discrimination. Il vient une anecdote hollywoodienne avec cette fameuse Ligue des droits civiques des Italo-Américains. Lorsque le producteur Hal Rudy préparait le film Le Parrain, The Godfather, Joe Colombo et sa ligue ont tout fait pour bloquer le tournage, menaçant les équipes et organisant des manifestations. Pour débloquer la situation, Hal Rudy a dû rencontrer Colombo en personne et accepter ses conditions. Bannir à jamais le mot « mafia » du scénario. Listen, this mafia bullshit was invented by the FBI to keep my people down. How about this? What if I get the writers to eliminate the word mafia from the script? Et engager des vrais affranchis de la famille Colombo comme figurants et consultants sur le plateau. Une histoire complètement folle racontée en détail dans la merveilleuse série The Offer. Bref, une famille explosive, théâtrale, où les guerres d'ego et les règlements de compte publics ont failli tout faire sauter. Et enfin, la 5e famille, la famille Bonanno. Et la famille Bonanno, retenez bien et très attentivement ce nom. Contrairement à toutes les autres familles, la famille Bonanno a traversé les décennies en portant fièrement le nom de son tout premier down de 1931, Joseph Joe Bonanno. À seulement 26 ans, il devient le plus jeune parrain à siéger sur la commission. Bonanno régnait sur la maison la plus puriste, la plus traditionnaliste et la plus cruelle de toutes. C'étaient les gardiens farouches des anciens codes d'honneur de la Sicile. Mais chez les Bonanno, la tradition n'a jamais freiné l'ambition. Dans les années 1950, le Don envoie son sous-chef et l'homme de main le plus impitoyable, le redoutable Carmine de Segar Galante, conquérir un tout nouveau territoire. Leur objectif? Ne pas se contenter des 5 boroughs de New York, mais étendre leur empire par le nord. C'est ainsi que la famille Bonanno va jeter son dévolu sur le Canada, s'allier au clan Cotroni et transformer Montréal en plaque tournante mondiale du trafic d'héroïne et de la French Connection. Et c'est précisément cette décision qui va poser les premières pierres de ce qui deviendra plus tard l'empire du clan Rizzuto. Dans les années 50, 60 et 70, pour les puissants boss de la famille Bonanno à New York, Montréal n'était pas considéré comme une ville étrangère ou un pays lointain. Dans leur jargon, dans leur organigramme secret, Montréal était tout simplement leur 19e équipe.
une simple succursale de leur empire américain. Mais pourquoi Montréal? Pourquoi s'intéresser à cette ville du Nord? Parce que Montréal est une mine d'or absolue. Montréal, c'est une ville dotée d'un port gigantesque ouvert sur l'Europe, d'une vie nocturne légendaire. C'est aussi une ville qui a hérité de la prohibition. Il nous laisse beaucoup d'argent grâce à la prohibition, ça nous rapporte des millions. Et d'une position géographique parfaite, quelques heures de route de la frontière américaine. À l'époque, c'était la plaque tournante idéale pour le célèbre trafic d'héroïne de la French Connection, pour faire transiter des tonnes de marchandises clandestines et pour blanchir des dizaines de millions de dollars sans que le fisc américain ne s'en aperçoive. Pour garder la mainmise sur cette véritable vache à lait, New York envoyait les capitaines les plus impitoyables régner sur le Québec. Des hommes comme le légendaire et sanguinaire Carmine Galante venaient dicter leurs lois directement dans nos rues. À cette époque, c'est la faction calabraise de la mafia montréalaise dirigée par Vic Cotroni qui gère la ville. Mais ils le font en baissant la tête. Chaque mois, une valise pleine d'argent partait de Montréal pour atterrir sur le bureau des Bonanno à New York. Montréal était une colonie. Pourtant, le système fonctionnait à merveille et l'organisation était redoutable. D'ailleurs, il y a un parallèle absolument fascinant entre le crime à New York et celui de Montréal à cette même époque. Pendant qu'à New York, dans le quartier malfamé de Hell's Kitchen, la mafia irlandaise des Westies faisait alliance avec la redoutable famille italienne des Gambino pour contrôler les quais du fleuve Hudson. À Montréal, nous avions exactement le même phénomène. Le célèbre West End Gang, la mafia irlandaise de l'ouest de Montréal, travaillait main dans la main avec la mafia italienne de Cotroni pour contrôler de A à Z les immenses terminaux du port de Montréal. C'étaient des alliances stratégiques basées sur l'argent, le pouvoir commun et une cruauté sans limite. Montréal était une plaque tournante pour le crime organisé de la famille Bonanno, qui avait le réseau complet de l'héroïne. Pour faire passer l'héroïne de la French Connection pour la cocaïne, le syndicat utilisait des conteneurs de marchandises légales, des blocs de marbre creusés, des cargaisons de meubles ou des boîtes de conserves importées d'Italie. Mais acheminer la marchandise ne suffit pas. Il faut la sortir des quais. C'est là qu'intervenait le West End Gang. L'incroyable mafia irlandaise de l'ouest de l'île, eux, contrôlaient les débardeurs, les syndicats et la sécurité des quais. Pas un conteneur stratégique ne sortait du port sans le feu vert et le sceau des Irlandais. Mais la réalité a fini par rattraper la pègre new-yorkaise. Cette soumission aux Américains ne passait pas pour tout le monde au Québec. Dans l'ombre de la faction calabraise de Cotroni, un autre groupe rongeait son frein, les Siciliens. Ces Siciliens, avec leur propre code d'honneur, leur fierté, leurs ambitions dévorantes, en ont eu assez de voir l'argent de leur ville partir vers le sud. Assez d'être traités comme des sous-fifres par des boss américains qui ne mettaient jamais le pied au Canada. Parmi eux, un patriarche charismatique commence à tisser sa propre toile en attendant son heure. Niccolo Rizzuto. S'en est suivie une guerre interne sournoise, une prise de contrôle spectaculaire. Sous l'impulsion du clan Rizzuto, Montréal ne sera plus jamais la même. La ville va passer de statut de simple colonie new-yorkaise docile à celui de capitale indépendante et ultra-puissante de la pègre internationale. Bientôt, le clan Rizzuto deviendra si fort qu'il ne paiera plus de tribut à personne,
devenant capable de s'asseoir et de négocier d'égal à égal avec les géants des 5 familles de New York. L'ère de la soumission était terminée, l'ère de l'Empire Rizzuto commençait. Ça change pas de génération en génération, hein. C'est 30 ans que je les vois aller. L'Empire Rizzuto commence après presque 30 ans de soumission envers les Américains. C'est à la fin des années 70, Montréal devient le théâtre d'une guerre sanglante. D'un côté, la faction calabraise dirigée par Paolo Violi, affilié au Cotroni. De l'autre, les Siciliens menés par Niccolo Rizzuto et son fils, le jeune Vito. Le point de rupture survient le 22 janvier 1978 dans le solarium d'un bar à Saint-Léonard. C'est là que Paolo Violi est abattu d'un coup de fusil de chasse à bout portant en pleine partie de cartes. Cette exécution signature marque la prise de pouvoir définitive de la faction sicilienne et l'acte de naissance du règne du clan Rizzuto sur le crime organisé canadien. Si vous êtes ici en train de m'écouter aujourd'hui, si ces histoires d'alliances secrètes, de pouvoir et de mécanique financière vous captivent, je peux vous garantir une chose, vous allez développer une véritable addiction pour mes livres. Pour tout vous dire, mon obsession de ce milieu a commencé le jour où j'ai ouvert un livre sur la chute du clan Rizzuto. Ça a été l'étincelle. À partir de là, je me suis juré une chose, si je devais écrire sur le crime organisé dans ma saga littéraire Dans le luxe et l'arrogance, je ne voulais pas d'un roman policier classique avec des voyous qui se tirent dessus dans des quartiers malfamés. Non, je voulais montrer la vraie mécanique du pouvoir moderne. Le blanchiment d'argent, on va jusque dans la crypto. Comme je le dis au début de cette vidéo, je reviens d'ailleurs tout juste d'un voyage de New York où je suis allée sur le terrain pour mes recherches. Des recherches qui m'ont replongé au cœur du trafic de la légendaire French Connection. À l'époque, c'est la redoutable famille Bonanno qui régnait en maître absolu sur ce réseau colossal, et ça, on tente à l'oublier. Sous l'impulsion de stratèges impitoyables comme Carmine Galante, les Bonanno ont fait de Montréal leur porte d'entrée principale et amansa des fortunes qui défient l'entendement. C'étaient eux les rois incontestés de cet axe criminel, manipulant des politiciens, les douanes, comme des simples pions. Mais dans ce monde, les mythes se croisent. Si les Bonanno géraient le pipeline montréalais, d'autres figures historiques s'enrichissent dans l'ombre de la French Connection. Pensez à la famille génovaise et à son iconique parrain Vincent Chin Gigante. Cet homme qui feignait la folie. For 30 years, Vincent Gigante wandered the streets of New York's Greenwich Village, dressed in a tattered bathrobe and babbling endlessly to himself. To the FBI, he was believed to be the boss of New York's most powerful mafia organization, the Genovese crime family. En se promenant en peignoir dans les rues de Greenwich Village pour berner le FBI, était en réalité un cerveau d'une intelligence terrifiante. D'ailleurs, sa propre fille, Rita Gigante. Before I actually found out who he was and all of that, you know, I would be hearing these things in school. People would say, oh, there's the mafia princess, her father this, her father that. A d'ailleurs écrit sur lui pour raconter l'envers du décor, nous prouvant que la réalité de ces hommes d'affaires dépasse souvent la fiction. Ces centaines d'heures que j'ai passées à fouiller dans les archives, à analyser la folie calculée d'un Gigante ou la puissance brute des Bonanno, à décortiquer leurs techniques de blanchiment d'argent et leur ingénierie financière, je les ai toutes injectées directement dans l'intrigue de mes romans. C'est de cette réalité brute qu'est née la famille Morelli, le clan au centre de mon univers littéraire. Ce sont eux qui, dans mes livres, contrôlent des réseaux colossaux inspirés de la French Connection. Spoiler, il y a aussi la Swiss Connection. On y reviendra plus tard peut-être sur la chaîne.
Dans l'univers de Dans le luxe et l'arrogance, mes personnages évoluent dans un monde feutré, arrogant et extrêmement dangereux. Un monde où les guerres ne se règlent pas seulement avec des armes, mais avec des fusions d'entreprises, le marché de l'art, les fonds d'investissement privés, des manipulations d'une précision chirurgicale. Ce sont des trailers denses, solides et rédigés avec une obsession maladive du réalisme. Si vous voulez vivre une immersion totale dans cet univers de haute criminalité en col blanc, la saga Dans le luxe et l'arrogance est disponible dès maintenant en exclusivité sur Amazon et sur dansleluxe.com. Croyez-moi, une fois que vous ouvrez le tome 1, vous ne pourrez plus le refermer. Mais revenons à nos 5 familles de New York. Au début des années 80, le FBI est au pied du mur. La mafia contrôle tout. Le système judiciaire semble impuissant. C'est alors que le gouvernement américain décide de sortir l'arme nucléaire juridique, la loi RICO. Racketeer Influence and Corrupt Organization Act. C'est un véritable séisme. Was the beginning of the end for the modern mafia. Avant la loi RICO, l'architecture même de la mafia protégeait ses dirigeants. Pour envoyer un parrain en prison, il fallait prouver qu'il avait lui-même appuyé sur la gâchette ou qu'il avait ordonné un crime de sa propre voix. Avec la fameuse loi du silence, l'omerta et les dizaines d'intermédiaires entre le boss et la rue, c'était une mission presque impossible. Les parrains étaient intouchables. Bon, il y a eu des événements comme celui de 1957 qu'on voit dans le film Alto Night avec Robert De Niro. Le 14 novembre 1957, déjà, le sommet d'Appalachian avait porté un coup terrible à l'invisibilité de l'organisation. Qu'est-ce qu'il dit? Les flics! Quel flic ou ça? Plus de 60 parrains venus de toute l'Amérique s'étaient réunis en secret dans un domaine bucolique de l'État de New York. La police locale repère le manège, des limousines encerclent la propriété. T'sais, rien de discret. C'est la débandade générale des chefs de mafia en costume sur mesure à plusieurs milliers de dollars s'enfuient en courant à travers les bois. Cet événement a forcé J. Edgar Hoover, le patron du FBI à l'époque, qui niait jusque-là l'existence d'un syndicat national, à admettre publiquement la réalité de la mafia. Sainte Mère de Dieu, Franck, regarde! Ouais. Mais RICO change absolument toutes les règles du jeu. Désormais, le gouvernement n'a plus besoin de prouver qu'un boss a commis un meurtre. Si le FBI parvient à prouver qu'un simple soldat a commis un crime au profit du réseau, le chef suprême au sommet de la pyramide peut être tenu responsable. Du jour au lendemain, pour les associations de malfaiteurs, un boss qui n'a pas touché à une arme depuis plus de 30 ans peut être maintenant condamné à 100 ans de prison ferme. I wouldn't give you the skin off a grape. Soudainement, le bouclier d'invisibilité des parrains vole en éclats et les chefs des 5 familles commencent à tomber les uns après les autres. L'exemple le plus tragique et le plus médiatisé, aussi le plus célèbre de l'époque, c'est John Gotti. Gotti was to surrender to federal authorities at noon. Judge Eugene Nickerson ruling he'd violated the terms of his bail by intimidating witnesses and running the nation's largest organized crime family. Chef de la famille Gambino, Gotti était l'incarnation même de l'arrogance. On l'appelait le Dapper Don pour ses costumes sur mesure à 5 000 $ ou le Teflon Don parce qu'aucune accusation ne semblait coller à lui. Il adorait la célébrité. Il adorait les caméras. Il s'affichait dans les meilleurs restaurants de Manhattan, faisait la couverture du Time Magazine et narguait ouvertement
le gouvernement. Mais cette célébrité et lumière si aveuglante a causé sa perte. La pression du gouvernement est devenue si forte qu'elle a fini par briser l'omerta à l'intérieur. Et pas par n'importe qui, par son propre bras droit, Sammy the Bull Gravano. He helped put John Gotti, the most powerful man in the mob, behind bars for life. John's a double-crosser. I'm a master double-crosser. Now he walks among us free. Pourtant, Gravano était un loyaliste pur et dur, mais en 1991, lors de leur incarcération commune, le FBI joue sa meilleure carte. Ils font écouter à Gravano des enregistrements secrets captés dans un appartement au-dessus du Raven Night Social Club, et sur ces bandes, on entend John Gotti dénigrer Gravano, critiquer sa cupidité et préparer le terrain pour faire de lui le bouc émissaire de tous les meurtres du clan. He's a fucking douchebag. Blessé dans son orgueil et se sachant condamné, Gravano prend une décision historique. Pour sauver sa peau, il devient le premier sous-chef de l'histoire des 5 familles à briser le serment de l'omerta et témoigner contre son don. Son témoignage démolira l'Empire Gambino. Le flamboyant John Gotti, qui se croyait au-dessus des lois, terminera sa vie avec un cancer de la gorge, seul derrière les barreaux d'une prison fédérale à très haute sécurité. This time, the charges stick, and the Teflon Don may now spend the rest of his life in prison. John Gotti, guilty on all counts. La chute de Gotti a été un électrochoc pour la pègre. Les criminels qui ont survécu à cette purge des années 80 et 90 ont retenu la plus grande et la plus précieuse leçon du 21e siècle. Le vrai pouvoir ne fait aucun bruit. Stealth is the new power. La discrétion est devenue le luxe ultime. Aujourd'hui, si vous cherchez les véritables parrains du crime organisé, ne regardez pas dans les ruelles sombres. Ils ne portent plus de survêtements sport, ils ne paradent plus avec des grosses chaînes en or pour se faire remarquer. Non, ça, ils laissent ça un peu aux gangs de rue. Et ils règlent plus leur compte à coups de fusil sur les terrasses de Little Italy. I don't want to die. Tell him. Please tell him. Aujourd'hui, le crime organisé s'est embourgeoisé. Les parrains modernes sont devenus des fantômes corporatifs. Ils siègent dans des bureaux vitrés au 40e étage des plus prestigieux gratte-ciels de New York, Toronto, Montréal et les grandes villes de l'Amérique. Ils manipulent l'économie légale, investissant des millions d'argent sale dans l'immobilier commercial de luxe pour couler leurs fonds dans le béton. Ils infiltrent la haute finance, utilisent des portefeuilles de crypto-monnaies intraçables avec le Monero, s'emparent de galeries d'art contemporains et junglent avec des réseaux mondiaux de sociétés écrans complexes, domiciliés dans des paradis fiscaux. Le crime ne s'est pas affaibli, il a simplement troqué la batte de baseball contre un stylo à plume et le contrat d'affaires. Il est rendu pratiquement invisible et c'est exactement ce qui le rend 1000 fois plus dangereux et 1000 fois plus puissant. C'est précisément cette transition vers l'invisibilité, vers le silence des coulisses et la froideur des enquêtes d'investigation qui m'a poussé à écrire un projet particulier, Le Calme, l'affaire Hudon. Le Calme, ce n'est pas un roman traditionnel. C'est une œuvre à part entière qui gravite dans le même univers que ma saga principale, mais avec une approche totalement différente. Je l'ai conçu exactement comme si on venait de vous glisser entre les mains le dossier d'archives secret d'un journaliste d'enquête. C'est l'histoire de Michel Hudon, racontée non pas par une narration classique, mais uniquement à travers des rapports confidentiels, des mémos internes, des transcriptions d'écoutes téléphoniques et des coupures de presse, ainsi que des témoignages. C'est du true crime fiction à l'état pur.
Si vous êtes le genre de lecteur qui aime rassembler les pièces d'un puzzle complexe, lire entre les lignes noircies au marqueur pour comprendre comment les réseaux de corruption s'infiltrent dans les plus hautes institutions, ce livre va vous obséder. Si vous cherchez une expérience de lecture immersive, clinique et diablement captivante, Le Calme, l'affaire Hudon est disponible dès maintenant en version papier et numérique en exclusivité sur Amazon. C'est la pièce maîtresse idéale pour compléter votre plongée dans mon univers. Yeah, but more people seem to resent it. Les 5 familles de New York ont bâti leur empire sur le sang, la rue et le ciment dans les années 30. Mais 100 ans plus tard, on a vu leur héritier troquer les armes à feu pour des porte-documents et ils réinventent les règles du jeu dans l'ombre du monde des affaires. Maintenant, j'ai une question pour vous et j'ai hâte de vous lire. Parmi les 5 familles de New York, quelle est celle dont l'histoire ou les méthodes vous fascinent le plus? Est-ce l'invisibilité légendaire des Génovaises, l'arrogance et le glamour des Gambino ou la cruauté des Bonanno? Laissez-moi vos réponses dans les commentaires juste en dessous et je me fais un devoir de lire et répondre à chacun d'entre vous. Si vous avez apprécié ce premier dossier d'archives, voici comment vous pouvez m'aider à faire grandir cette chaîne. Appuyez sur le pouce sous la vidéo, c'est le meilleur moyen de soutenir mon travail. Abonnez-vous à la chaîne Josiane Brousseau Mafia et activez la petite cloche de notification pour ne pas manquer un de nos prochains rendez-vous. Et bien sûr, allez jeter un coup d'œil au site dansleluxe.com pour vous procurer ma saga Dans le luxe et l'arrogance ainsi que le dossier Le Calme. Tous les liens directs sont dans la description de la vidéo. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Prenez soin de vous, restez vigilants. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle plongée dans l'envers du décor. Au prochain crime!